Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, depuis plus de 3 ans désormais, la résistance ukrainienne s'oppose avec un courage inouï et une détermination inébranlable à l'agression russe. Elle pleure ses disparus, elle enterre ses morts, elle observe le désastre immense de ses villes et de ses villages détruits. Elle ravale ses larmes et elle reprend inlassablement les armes parce qu'elle sait sa cause juste et qu'elle n'a d'autre choix pour vivre libre que la victoire. C'est au peuple ukrainien que je voudrais dire ici notre reconnaissance et adresser nos premiers mots. Frères ukrainiens, sœurs ukrainiennes, vous n'êtes pas seuls et la France se tiendra toujours aux côtés des peuples libres. Depuis le premier jour de l'invasion de l'Ukraine, nous savons que cette guerre est aussi la nôtre, qu'elle est une guerre en Europe et contre l'Europe, une guerre contre la liberté, contre la démocratie, contre le droit, contre l'ordre international, contre l'Union européenne, vers laquelle les révolutionnaires de Maïdan tournaient déjà leurs espoirs. C'est une guerre militaire par nature, mais idéologique par destination. Bien sûr, il y aura probablement encore, jusque dans cet hémicycle, des voix pour me contredire, des faux pacifistes prêts à une fausse paix et cherchant à l'agresseur russe des fausses excuses. Ils étaient les vrais complices de Poutine hier, ils sont aujourd'hui ceux de Trump. Les socialistes, pour leur part, ne seront jamais de cela. Les vrais pacifistes savent que la guerre, toujours détestable, est parfois inévitable lorsque la démocratie et la liberté cèdent à l'ivresse nationaliste et aux dictatures. Le pacifisme le plus exigeant, celui de Jaurès, ne tolère ni la servitude, ni la soumission. Depuis 2022, pas une voix socialiste n'a manqué au soutien de la résistance ukrainienne, au rétablissement de la souveraineté de l'Ukraine dans les frontières de 1991, aux sanctions les plus fortes contre la Russie, à la demande d'adhésion à l'Union européenne, à l'effort de guerre et à l'envoi des armes nécessaires à sa victoire. Et c'est avec la même force et la même exigence que nous disons aujourd'hui au gouvernement qu'il ne trouvera dans nos rangs que des soutiens déterminés aux initiatives qu'il voudra bien prendre pour défendre l'Ukraine et avec elle l'avenir de la paix en Europe. Mes chers collègues, chacun le sait, chacun le sent, la rencontre du président Zelensky dans le bureau ovale était une embuscade. Et nous sommes tombés avec lui dans l'embuscade de cet imprévisible qu'est l'histoire. Nous la redoutions, la voici qui vient. 1 mois aura suffi pour précipiter le monde tel que nous l'avons connu depuis la Seconde Guerre mondiale hors de son orbite. Nous pensions la démocratie libérale menacée à ses marges, la voici qui s'effondre en son centre. Tout dans les mots. Dans les actes du président Trump, dit aujourd'hui la trahison des valeurs, la trahison de la justice, la trahison du droit, la trahison des engagements et de la parole donnée, la trahison des alliances. Jamais, depuis la création des Nations Unies, nous n'avons vu les États-Unis prendre parti contre ses alliés européens, en s'alliant avec les Russes et les Nord-Coréens. L'Amérique du président Trump n'est plus notre allié. Sous nos yeux se réveillent les démons du passé. Sous nos yeux, Yalta et Munich se donnent la main. Les trahis sont ukrainiens, les trahis sont européens, mais les trahis sont aussi américains. La grande et belle Amérique, c'est celle qui se choisit aux heures sombres Franklin Roosevelt plutôt que Charles Lindbergh. En quelques jours, tout a changé et l'heure des décisions brutales et lourdes est là. Le monde tel que nous l'avons connu a brutalement changé sous nos yeux. Tout ce que nous tenions pour acquis est susceptible d'être remis en cause. Tous les cadres connus remis en question. Nos alliés d'hier sont nos adversaires d'aujourd'hui. En 1962, cela a été dit, le général de Gaulle déclarait « On ne sait jamais d'où peut provenir la menace. Un jour ou l'autre, il peut se produire des bouleversements fabuleux, des retournements incroyables. L'Amérique elle-même peut exploser du fait du terrorisme, du racisme et devenir une menace pour la paix. Nous y sommes. Le vent mauvais du fascisme et du populisme souffle depuis l'Amérique, tandis que les nuées mêlées de l'impérialisme tsariste et du totalitarisme soviétique soufflent depuis la Russie. Tout est bouleversé. L'autorité du droit, l'ordre international, le multilatéralisme wilsonien, les équilibres géostratégiques, jusqu'à la sécurité euro-atlantique. Car qui peut croire aujourd'hui que le président Trump déclencherait l'article 5 de l'OTAN pour venir au secours de la Lettonie ou de l'Estonie? La Pax Americana n'est plus garantie et jamais, sur le continent européen, la possibilité de la guerre n'aura été plus grande. La Finlande, la Pologne, les pays baltes, qui ont considérablement augmenté leurs dépenses, s'y préparent. Et le reste du continent européen la redoute
est désormais l'envisage. L'Europe, notre vieille Europe avec sa part d'universel, est face à l'histoire et à l'heure des choix. Elle doit regarder au-delà du jour et interroger son destin. L'Europe n'a qu'un impératif, mettre en commun contre le monstrueux péril de la guerre toutes nos forces de volonté et de raison. Nous devons agir maintenant pour renforcer notre sécurité commune et notre autonomie stratégique. Mais ayons l'honnêteté de dire que nous avons trop attendu, que nous savions depuis longtemps inscrit le désengagement progressif des États-Unis en Europe, enjointe régulièrement d'assurer sa propre défense, mais paresseusement installée dans la promesse de sécurité faite en échange de commandes d'armes américaines. Si nous ne pouvons plus compter sur l'Amérique, alors nous n'aurons d'autre choix que de compter sur nous-mêmes. Si l'Ukraine ne peut plus compter sur l'aide américaine, alors nous n'aurons pas d'autre choix que de nous substituer à elle. Nous sommes au pied du mur de notre sécurité collective et nous n'avons pas d'autre choix que d'investir plus encore l'OTAN, dont les Européens financent l'essentiel du fonctionnement, auquel nos partenaires restent attachés. Nous devons nous y imposer et avant éventuellement de s'émanciper et en faire l'un des piliers de la sécurité commune européenne. Aux Américains, de nous dire ce qu'ils entendent faire de l'Alliance et s'il faut effectivement envisager faire sans eux, ce qui serait une décision grave et risquée. Mes chers collègues, nous devons aller plus loin et les socialistes appellent de leur vœu un grand plan de redressement stratégique de l'Europe qui sera militaire autant qu'industriel et qui redonnera à l'Europe déclassée, distancée, concurrencée, la maîtrise de son destin et la pleine souveraineté sur les choix qui engagent son avenir. Nous souhaitons sans délai que soit actualisée la LPM et revues les règles budgétaires pour financer nos armées et investir massivement dans les technologies pour garantir notre indépendance. Investir, fabriquer, acheter européen. Nous souhaitons qu'un grand emprunt commun d'au moins 500 milliards vienne concrétiser cette ambition qui seule permettra de sauver la paix et la sécurité en Europe. Si nous ne sommes pas capables, sans esquive et sans délai, de ce sursaut, alors nous serons emportés, alors l'Union européenne sera menacée de ne plus être et le retour de la guerre sera inévitable. Le temps de la laisse et du bâton est terminé, celui de la Pax Europea doit advenir. L'Europe doit croire en sa force. Nous sommes ce qui reste du monde libre. La France doit être l'un des fers de lance, avec la Grande-Bretagne, avec l'Allemagne aussi, qui, par la voix de Friedrich Merz, futur chancelier, évoque la possibilité d'une indépendance stratégique et militaire nouvelle et inédite vis-à-vis des États-Unis. Nous autres socialistes n'ignorons pas la responsabilité éminente de la France dans l'entreprise que s'engage. Et je ne voudrais pas esquiver ici la question de la dissuasion nucléaire qui est posée par nos amis ukrainiens autant que par nos amis allemands. Je crois que nous devons d'abord les assurer sur le fait que les intérêts vitaux de la France se portent depuis longtemps déjà au-delà de la ligne bleue des Vosges et comportent nécessairement une dimension européenne. Nous devons leur dire ensuite que la dissuasion nucléaire sera d'évidence l'une des questions majeures de la construction d'une sécurité commune européenne. Mais l'urgence, c'est de venir au soutien de l'Ukraine, de l'armer encore, de rester à ses côtés aussi longtemps que nécessaire. Et pour nous socialistes, il faut aller plus vite, plus loin, livrer des armes, encore des armes, sauver les infrastructures, des avions, de la défense aérienne. Renforçons aussi la police aérienne, la sentinelle balte et les frontières de l'Union européenne. C'est une façon de dire aux autocrates qui ne connaissent que la force, notre détermination. Saisissons enfin les 200 milliards d'avoirs russes gelés dans nos banques et ne laissons plus la Russie autorisée à faire transiter par nos ports le gaz liquéfié qui finance aujourd'hui son armée. Mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, nous devons dire dans un même mouvement au président américain et au président russe que nous n'accepterons pas pour l'Ukraine une paix rapide, qui ne soit une paix durable et juste, avec des garanties de sécurité sérieuses, notamment américaines. Les socialistes sont prêts, en cas d'accord de paix, à ce que la France participe aux bataillons qui devront se porter sur le terrain. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, l'heure est grave et nous sommes appelés au même courage et à la même détermination que nos amis ukrainiens. Une nouvelle ère s'ouvre et je veux dire aux Françaises et aux Français légitimement inquiets de cette situation que les députés socialistes et apparentés s'inquiètent également et mesurent pleinement les périls. Et que c'est en patriotes ardents que nous voulons que tout soit entrepris pour que la paix ait le dernier mot.
cette paix héritée de nos parents, cette paix que nous devons à nos enfants et dans laquelle s'accomplit toujours le meilleur de l'humanité. Et pour conclure, Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, Françaises et Français, je dirais que l'enjeu existentiel de cette guerre est simple, c'est la condition de l'homme. Merci beaucoup, Monsieur le Président.